Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Thank you so much for being here. Today, I want to start off by talking about the plan that we released last week around small businesses. In this pandemic, we know that big box stores, big banks were very successful. Many of them posted massive profits. In fact, some posted record profits. And the Liberal government jumped to help big banks, for example, with massive and substantial investments right away to help out big banks. They didn't do the same thing to help out small business, and people were worried. So we put forward a plan to specifically help small businesses with a couple of really important measures. We laid out we would continue the existing supports, and we called for that to continue for as long as we're in the pandemic, at least with the wage subsidy and rent subsidy. Increases to support those sectors that are specifically in hard hit, like the tourism and travel and festival, those sectors. And we also included two additional measures. One is to put a cap on credit card fees. These credit card fees can be upwards of 2%, 3%. We would put a cap of 1%. Some of the other countries have done that would significantly help out small businesses with one of their fixed costs. And then finally, we want to encourage small businesses that want to rehire their employees that they had to let go of or hire new employees with a plan to cover the EI and CPP contributions at the federal level to provide an incentive and encouragement. We also know in general that small businesses would also benefit tremendously from having affordable housing for their workers so their workers could live in the same communities. We've heard lots of concern from chambers of commerce about people not being able to afford to live in the communities where they want them to work or they have a job available. Also, that universal pharmacare would significantly help small businesses. Many of the owners themselves don't have coverage, but also for their employees. So these are some of the measures that we talked about last week in our announcement to help small businesses. And I think it's vital, particularly given how there seems to be a big focus on big business, but there's been an ignoring of the plight and the struggles of small businesses. Donc, la semaine passée, on a proposé notre plan pour aider les petites entreprises en reconnaissant le fait que les grandes entreprises, les grands magasins, ils ont eu des grands profits. Quelques exemples ont eu des profits records pendant ces pandémies et le gouvernement libéral a réagi rapidement pour aider les grandes banques, par exemple. Mais ils n'ont pas fait les mêmes choses pour spécifiquement aider les petites entreprises et on sait qu'ils sont des plus frappés par la COVID-19. Donc, on a proposé un plan avec quelques mesures. Premièrement, un engagement de continuer les appuis qui existants comme la subvention salariale et l'aide pour le loyer. Aussi, on propose de mettre une limite sur les frais de carte de crédit. Maintenant, les frais peuvent être plus de 2%, 3%. On va mettre une limite de 1% sur ces frais. Et finalement, on propose une façon d'encourager les petites entreprises d'embaucher des nouveaux travailleurs, mais aussi de réembaucher les anciens travailleurs en couvrant les coûts pour l'assurance emploi et pour la pension Canada, les contributions que les petites entreprises doivent donner pour les travailleurs. On propose de le couvrir pour donner cet encouragement pour aider les petites entreprises et effectivement les travailleurs. En général, on sait aussi que l'assurance emploi universelle et entièrement publique va vraiment aider les petites entreprises, les propriétaires et aussi les travailleurs. Et aussi l'idée de logement abordable, ça va aussi aider beaucoup. On a dit la pénurie de main-d'œuvre dans quelques régions et ils ont mentionné le fait que c'est difficile pour un nouveau travailleur parce que le logement coûte trop cher. Donc, c'est aussi quelque chose qui va aider dans la relance, mais aussi pour les petites entreprises. Donc, ça, c'est notre plan pour aider les petites entreprises et c'est quelque chose de tellement important. Donc, merci beaucoup et je suis prêt pour vos questions. Thanks so much. I'm now ready for any questions you might have. Merci beaucoup. Donc, j'invite les membres des médias, si vous avez une question, d'utiliser la fonction « Lever la main » au bas de la page. I would like to invite media, if you have a question, to please use the raise hand function at the bottom of the page. Alors, nous allons commencer avec Marie Vastel pour Le Devoir. Marie, tu peux y aller.
Oui, bonjour, Monsieur Singh, vous m'entendez? Oui, bonjour. Ok, pardon, je ne savais pas comment démuter mon micro. Sur C7, sur l'aide médicale à mourir, le Bloc dit qu'ils sont prêts à appuyer une motion d'attribution de temps pour accélérer le débat aux communes si le gouvernement en dépose une. Quelle est votre position? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous appuyeriez une motion et est-ce que vous comptez voter pour ou contre C7? Donc, ce qu'on a dit au gouvernement libéral, on a proposé d'aide spécifique pour les personnes handicapées parce qu'ils ont soulevé des inquiétudes avec cette projet de loi en général, l'aide à mourir médicale. Donc, ils ont soulevé des grandes inquiétudes. On a dit que pour les aider, on doit avoir une augmentation de l'aide pour les personnes handicapées. Et si le gouvernement est prêt de faire ça, on est ouvert d'avoir des discussions. Sinon, ce qu'on a dit, on appuie le projet de loi, mais les débats, c'est tellement important, donc on n'appuie pas une motion pour limiter le débat. Qu'est-ce que vous pensez alors du fait que le Bloc est prêt à s'associer au gouvernement pour accélérer le débat? Vous pensez quoi? C'est leur décision de faire ça. Mais pour nous, ce qu'on a dit, c'est important si le gouvernement veut avoir notre aide. On a dit qu'on a besoin de voir un engagement d'aider les personnes handicapées parce qu'ils ont soulevé cette inquiétude, quelques inquiétudes pendant tous ces débats et on est reconnaissant du fait que les personnes handicapées n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour vivre une bonne qualité de vie. Ça, c'est pourquoi on a proposé un plan pour augmenter l'aide aux personnes handicapées. Next, I have David Thurton with the CBC. Please go ahead. Hi, good morning, Mr. Singh. Good morning. Before I ask my two questions, can you be so kind as to repeat your response to my colleague Marie's question about medical assistance in dying? Sure, for sure. The good timing, because how else would you be able to do it? Normally in person, you could just call it out. The question on medical assistance in dying, we are not right now prepared to limit debate. What we've said to the government is the disability community has raised some serious concerns about the lack of support for people living with disabilities, that they need additional supports. We propose a plan to increase the amount of support to people living with disabilities. And if the government is open to that, or does that, we will be open to discussions. But right now, we are not in support of limiting the debate. There's a lot of important issues that are coming up, and we want to hear that debate. But we do support the bill. We have supported the bill already. Thank you so much for that. I just wanted to jump off something you mentioned in your opening remarks. You said that something to the effect that the Liberals have prioritized aid to big banks. What do you mean by that exactly? Can you be more specific? What aid package are we talking about here? Because, you know, to my knowledge, there hasn't been any specific targeted assistance to any sectors, but I could be totally wrong on that. Certainly, I'm sure we can give you some more information on background, but right at the beginning of this pandemic, there was a very substantial amount of money committed by the Liberal government directly to banks that they said that they needed, and this significant contribution was made specifically for banks. Billions and billions of dollars will, the details, or sorry, hundreds of millions of dollars in the details we can provide to you. But that initial very substantial support that went to banks, now we're seeing those banks post record profits. So that's an example of this government moving very quickly to help out these large and powerful institutions, but we haven't seen that same commitment to small businesses. And we all know that there's 1 in 10 small business, that stat has been floating, that are forced to shut down and may never open again because of this pandemic. So there are serious concerns about big box stores like Costco and Walmart doing very well, but local small community stores in your communities that are suffering. And so we're proposing a plan to help them specifically. So if I may ask you a question about assistance to the airline sector, what do we need to see when it comes to something like that? Are you in support in that kind of assistance? What sort of guardrails need to be tied to that kind of, a package, a bailout package for these airlines?
Well, that's exactly it. We need a couple of very specific guardrails. One is we've said very clearly that we want to see compensation for people who have whose flights have been canceled because of COVID-19. They need to be compensated. That's one specific guardrail. We also know that in the past, conservatives have taken the approach of blank checks to sectors, and that has not actually helped the workers. What's resulted is payouts to CEOs and executives, payouts to shareholders, keeping the money and not actually investing it in people and workers or in infrastructure. So we want to see some real commitments that support is tied to workers, because we know that the airline industry and the workers have been hard hit. So we need to see clear commitments that actually make it to the workers. We also know that if we make investments now, when we are able to travel again, if we don't have the infrastructure, if people aren't hired, if they don't have the qualified technicians and folks that do the maintenance, that do all the work required to keep airlines or to keep airplanes moving, that we will not be able to simply turn a switch. We have to put supports in place so that the infrastructure is there, but that support has to be tied to workers and cannot be going to enrich the already wealthy executives or shareholders. Merci beaucoup. Prochaine, Hélène Buzetti avec la coop de l'information. S'il vous plaît, allez-y. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. Je veux seulement aller bâtir un peu sur la question précédente sur l'aide médicale à mourir. Vous avez dit que vous n'êtes pas tellement chaud à l'idée de limiter le temps du débat, mais on sait qu'il y a par ailleurs une date butoir là, posée par le tribunal du 26 mars. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez pour respecter ce deadline? Ou alors est-ce que ce deadline, pour vous, il doit absolument être respecté? Merci. Merci pour la question. Pour respecter le deadline, on a dit au gouvernement libéral, on est prêt de travailler ensemble, mais un geste pour avancer cette volonté de travailler ensemble, c'est le fait qu'on a dit la communauté handicapée, ils ont besoin de plus d'aide. On a proposé une solution d'augmenter l'aide aux communautés handicapées, aux gens qui vivent avec un handicap. On a proposé un plan de faire ça. Si le gouvernement est prêt de faire ça, on est prêt d'avoir des discussions. Sinon, on a dit que non, on n'est pas d'accord avec les limites du débat. Mais en général, on a déjà appuyé le projet de loi. La date est importante, mais c'est la responsabilité du gouvernement libéral de gérer ses affaires dans la Chambre de communs. Et ils n'ont pas le fait. Ils n'ont pas fait leur travail, leur devoir de gérer ce dossier. Et c'est pourquoi on est dans cette position. Oui, mais plus spécifiquement, je comprends que le gouvernement a peut-être mal fait dans le passé, mais là, on est où on se trouve en ce moment. Le deadline arrive la semaine, dans une semaine et demie parlementaire. Comment fait-on pour respecter ce deadline? Est-ce que vous êtes de l'avis que certains ont, là, que c'est pas grave, qu'on peut dépasser le deadline sans avoir de projet de loi, c'est pas la fin du monde. Vous pensez quoi du respect du deadline? Je pense que c'est important de respecter le deadline, mais c'est important de faire tout ce qui est nécessaire. Si le gouvernement veut avoir notre aide, on est prêt. Mais on a dit une condition, c'est d'augmenter l'aide aux personnes handicapées. Donc, si le gouvernement libéral est prêt de faire ça, on est prêt aussi de faire notre part. Sinon, on est dans cette situation à cause du gouvernement libéral et leur malgérance de la situation. Merci beaucoup. Prochain, Raymond Filion avec TVA. S'il vous plaît, allez-y. Raymond, je pense que tu es encore sur sourdine. Effectivement. Bonjour, M. Singh. Désolé. Bonjour, merci. Non, pas de quoi. Deux questions. D'abord, la nomination d'une femme comme numéro 2 des Forces armées canadiennes, la formation aussi d'un organisme indépendant pour entendre les plaintes d'inconduite sexuelle au sein des Forces armées. Selon vous, est-ce que ça va changer quelque chose ou on est plus dans les symboles, d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la nomination d'une femme, c'est important. C'est la représentation des femmes dans les coulisses du pouvoir, c'est tellement important. Donc, je reconnais l'impact de ça. Ça va avoir un bon impact. Et aussi d'avoir une agence indépendante pour suivre les plaintes d'inconduite sexuelle. Ça, c'est aussi important. Mais en général,
il y a toujours un problème. Et c'est le problème que le gouvernement libéral a fait quelque chose quelquefois. C'était pas une erreur, mais c'est une erreur qui répète. Et c'est le fait qu'il y a des problèmes quand quelqu'un soulève des inquiétudes avec un candidat ou candidate pour une position de pouvoir. Le gouvernement libéral ignore ces inquiétudes. C'est passé avec le gouvernement général. C'était clair que dans le passé, elle avait des mêmes plaintes dans le milieu de travail, mais le gouvernement libéral n'a pas fait son travail. Avec deux personnes qui sont dans des positions tellement importantes dans le militaire, des plus importants, ils ont encore, il me semble, ils ont ignoré des plaintes ou des préoccupations tellement graves. Donc, et ce qu'envoie comme message aux femmes qui travaillent dans le militaire, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est pourquoi on dit que le gouvernement libéral doit vraiment avoir un change pour réagir quand il y a une plainte comme ça et avoir une réponse qui respecte l'importance d'avoir un milieu de travail sécuritaire. Oui. L'autre sujet sur lequel j'aimerais avoir vos commentaires, c'est la fameuse entrevue du prince Harry et Meghan Markle, les allégations de racisme qui ont choqué bien des gens. Selon vous, et c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il est temps de repenser les liens entre le Canada et la monarchie? Premièrement, je veux souligner l'impact du racisme. On a entendu une femme qui a partagé son histoire et le fait qu'elle était dans une situation de santé mentale où elle a voulu blesser elle-même. Ça, c'est l'impact du racisme. C'est un impact fort sur la santé mentale et c'est quelque chose que plusieurs personnes vécu dans leur vie ici au Canada. Donc ça, c'est important de reconnaître. Le racisme a un impact sur la santé des gens, a un impact réel et il faut réfléchir sur ça. En général, j'ai déjà dit que la monarchie n'a aucun bénéfice pour les Canadiens dans leur vie. C'est quoi le bénéfice? Il ne me semble pas qu'il y ait un bénéfice. Et avec ça, c'est clair aussi, avec le racisme systémique qui semble être présent dans cette institution, ce n'est pas surprenant parce que ça existe dans toutes les institutions, présente une autre raison pour laquelle on peut encore dire la même chose. La monarchie n'a pas un bénéfice pour les Canadiens dans leur vie. Et moi, ce que je veux faire à ce moment, c'est de reconnaître l'impact du racisme systémique dans la vie des gens. Maintenant, pendant la pandémie, on sait que ce sont les personnes racisées qui est une des plus frappées par le COVID-19. On a vu les chiffres dans chaque communauté, c'est les personnes vulnérables, comme les personnes racisées, comme les femmes qui étaient les plus frappées et on doit avoir une réponse pour leur relance, mais aussi pendant la pandémie, qui reconnaître qu'on a des gens qui étaient plus frappés et on doit régler ça. Merci beaucoup. Prochaine, Catherine Lévesque avec la presse canadienne. S'il vous plaît, allez-y. Oui, bonjour, M. Singh. Je veux juste rebondir sur votre dernière réponse. Étant donné cette entrevue, ces allégations de racisme à l'endroit de la famille royale, étant donné aussi tous les déboires de l'ex-gouverneur général Julie Payette, qu'est-ce que le premier ministre Justin Trudeau devrait faire en lien avec la monarchie, à votre avis? Ce qui était soulevé pendant cette interview, c'est l'impact réel de racisme sur la vie d'une femme, mais c'est exactement ce qui se passe ici au Canada, dans plusieurs cas, l'impact de racisme systémique. Donc, je pense que le premier ministre doit réagir. Il a fait un geste symbolique pendant une manifestation, mais il n'a pas jusqu'à ce moment fait aucune chose concrète pour faire face à la racisme systémique dans le système de justice, dans les policiers, dans les gendarmes, qui est complètement fédéral. Donc, on dit que le gouvernement libéral et Justin Trudeau doit immédiatement, rapidement
réagi pour régler le racisme systémique avec des solutions concrètes qu'on a proposées, de changer quelques éléments, de immédiatement arrêter le profilage racial qui existe dans les forces, dans les policiers, avoir des nouveaux mesures pour régler c'est qui répond donc quand quelqu'un fait face à une crise de santé mentale ou en général une crise de santé. Donc, il y a quelques mesures spécifiques. En général, pour la monarchie, j'ai dit que je ne pense pas qu'il y a aucun bénéfice pour les Canadiens et j'ai déjà donné ma position que ce n'est pas une institution qui aide les Canadiens et c'est toujours ma position. Et ce moment, je continue de dire qu'on doit réagir aux impacts du racisme systémique sur les gens pendant cette pandémie et on va continuer de pousser pour ça. OK, ben peut-être ma question plus spécifiquement, c'est peut-être est-ce que le premier ministre Justin Trudeau devrait dénoncer ce qui s'est passé avec la famille royale plus spécifiquement. Puis je voulais aussi revenir sur l'aide médicale à mourir juste rapidement. Vous avez parlé de votre cette aide spécifique pour les personnes handicapées. Ça m'a échappé. Pouvez-vous juste répéter c'est quoi cette aide spécifique pour les personnes handicapées et est-ce qu'il y a eu de l'ouverture de la part du gouvernement là, pour l'intégrer à son projet de loi? Jusqu'à ce moment, non, il n'y avait pas une ouverture du part du gouvernement libéral sur notre proposition. On a envoyé une lettre et dans la lettre, on a dit qu'on peut augmenter, on a proposé une nouvelle aide spécifique pour les personnes handicapées, un montant de $2,000 par mois pour aider ceux qui vivent avec les personnes handicapées, pour les aider immédiatement, pour répondre aux inquiétudes soulevées par la communauté handicapée pendant ce débat sur l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est ce qu'on a proposé et non, jusqu'à ce moment, on n'a pas eu une réponse ouverte ou une ouverture sur cette proposition. Et encore avec la question sur la monarchie, c'est clair qu'il faut toujours, et dans ce cas aussi, toujours dénoncer le racisme et l'impact du racisme sur les personnes. Dans ce cas, sur une femme qui a partagé une histoire horrible de ce qu'elle a vécu comme personne qui était dans une crise de santé mentale créée par ce racisme et des pensées qu'elle a eues. C'est exactement ce que beaucoup de personnes qui vivent avec cette même pression au Canada vécue dans leur vie quotidienne et c'est pourquoi on doit immédiatement faire quelque chose pour faire face à la racisme systémique. Allez-vous voter contre C7, vu qu'il n'y a pas eu d'ouverture de la part du gouvernement? Non, on a dit qu'on appuie le projet de loi. On n'appuie pas les amendements du Sénat, mais on a déjà appuyé le projet de loi. Mais on ne va pas limiter le débat. Merci beaucoup. Thank you very much. I just want to remind media, members of the media, if you have a question, to please use the raise hand function at the bottom of the page. Juste un rappel aux médias, si vous avez une question, d'utiliser la fonction lever la main au bas de la page. Next, I have Chris Reynolds with the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Mr. Singh. You can hear me okay? Yes, sir. I wanted to go back to the explosive interview from Sunday evening. You mentioned that if the monarchy is holding no benefit for Canadians in their daily lives. So does that mean we should take the step of breaking up with the monarchy? Thanks, Chris, for the question. I've already said that in the past. I think absolutely we have to reflect on the lived experiences of what we heard in that interview. We have a woman who shared her personal lived experience, what she went through when faced with racism, the fact that she had thoughts of hurting herself. That is horrible. And that is exactly what so many Canadians have to live with. People who are living the impacts of racism
are often feeling incredible pressure on their mental health and incredible pressures that are harmful. So we've learned what we've always known, but this interview just really exposes the pain and the impact of racism on someone, and that is real, and it hurts. And I think it's important to reflect on that. And so I think that it's clear. I've said in the past that I don't see the benefit of the monarchy in Canadians' lives. There's no benefit to them, and now even more so with concerns about racism in the institution that were raised and pressures that were placed on Meghan Markle. Just again highlight that exists in that institution, and that is also horrible. I've said that what we need to do right now in this pandemic is to focus on the impacts of systemic racism right now that we're living with, which means that people who are racialized are more likely to have been impacted by the pandemic. We've got lots of evidence in lots of communities that vulnerable people have been more impacted, that women have been more impacted, and racialized people have been more impacted. So we need to make sure that they are supported with clear plans that, whether it's health, because of the historic inequalities that mean that they don't have the same access to healthcare. So we need to make sure that our response right now in this pandemic is responding to the fact that people have been disproportionately impacted because of their race. Secondly, I was hoping you could reflect in English on the significance of the appointment for the first time of a woman to the number 2 position in the military, and also to what extent that addresses concerns around a toxic culture. On the first, I think it's amazing. Anytime ground is broke and women are in positions of power, it has an incredible positive impact in representation and inspiring future generations, making people feel like they belong. And in this case, supporting women, I think it's very important and significant. So I acknowledge that. But the toxic culture won't be fixed by one appointment. And the problem is that what happened recently cannot be ignored, the impact that has had on women in the military. The fact that someone could come forward in the first place, that's incredibly hard to come forward with any sort of complaint around sexual misconduct. That is incredibly difficult to do. It takes a lot of courage. I know that when you're faced with whether sexual assault or sexual misconduct, there's a lot of shame and a lot of guilt, and you don't want to come forward. So to do that takes a lot of courage, and I really I respect that a lot. It takes a lot of courage. Then to do that, and the complaint makes it to the highest level, makes it to the defense minister, and nothing is done, really had a chilling effect on women. It says that even if your complaint makes it to the desk of the defense minister, nothing's going to happen. That is wrong. There's no other way around it. That is wrong. And that has to be a culture that has to be fixed. There's no way that should ever happen. And that it happened can't just be brushed aside. This is serious, and it goes right to the top. It goes to the prime minister as well. It's his responsibility to make sure women are safe in the military, and that is the opposite of what's happened so far. Thank you very much. Next, I have Cormac McSweeney with City News. Please go ahead. I see you there, Cormac. I think you're still on mute. Oh, there it is. No, maybe not. Cormac, I think you're still on mute. Hello? Here we got it. All right. I don't know what's going on there. Anyway, the Toronto Star is reporting that an anti-abortion group is planning to basically force a new abortion policy on the federal Conservatives at their convention to basically enshrine it in the party's constitution, an anti-abortion stance. I'm wondering what your reaction is to that. I will note that Conservative leader Aaron O'Toole moments ago expressed that he is pro-choice and said that these efforts were a part of the big tent that is the Conservative Party. So I'd just like your reaction to that. Well, I can tell you that there would be no place for that in my party. That there is no place at all for anyone
that in any way wants to infringe upon a woman's choice. But that would just not be allowed. That's just not going to happen in our party. That's a difference that in the Conservative Party for folks that think that that's okay. There's a space for them. That would not happen with New Democrats. We are very clear on our position around women's right to choose. And really, I'm sure a lot of women are feeling this, just like the fatigue around men trying to tell women what to do with their bodies. And the fact that this is still an ongoing debate, that there's still groups out there that want to limit a women's rights on it, just, I don't know what to say. The fact that this is still coming up. Cormac, do you have a follow-up? Yeah, and just as a follow-up on the Harry and Meghan question, you seem to be saying that the focus right now should be on systemic racism as we deal through the pandemic, as opposed to having discussions on the monarchy at this time. When do you think an appropriate time would be, given the fact that you don't think that the monarchy really serves a role in Canada anymore? When do you think would be an appropriate time to have the discussion about the role of the monarchy in our parliamentary democracy? Well, we can always have the discussion, and I don't want to suggest in any way that people can't have the discussion. We should always be open to discussing how we can be a better country and ways to improve. I know that right now, if we're talking about the impact of systemic racism, and it was horrible what happened to Meghan Markle, what she had to live with, the fact that she had those thoughts of hurting herself, those are real. That's a real human being sharing what is the impact of racism on real people. That is what happens when you're faced with racism. A lot of people watching that interview were reminded of moments in their own life where they felt so down and so hurt and so burdened by the pressures of racism that they felt similarly that they want to hurt themselves. That is real. That is a real thing that people go through. That is a real human sharing a real human emotion about what people living with racism face with. And so that's important, and we can't ignore that. That is something we have to do something about. And I think right now, people are living with that impact of racism right now. Systemic racism means that there are people right now in Canada that have been disproportionately impacted by the pandemic and that aren't getting help. So I think that's really where we need to focus right now in terms of all our energy has to go towards fighting this pandemic. And that's why right now that is my focus, but that doesn't mean that we can't have other discussions and raise other concerns. Dernière question, Hélène Buzetti avec la coop de l'information. S'il vous plaît, allez-y. Oui, je veux juste revenir à une réponse que vous avez donnée à Catherine Lévesque, je pense, sur le projet de loi C7. Vous avez dit que vous n'approuvez pas les changements apportés par le Sénat, à moins que j'ai mal compris, mais le gouvernement a accepté un de ces changements sur la question de la santé mentale. Alors, j'essaie de voir quelle sera votre position. Donc, compte tenu que ce changement a été approuvé, allez-vous endosser le projet de loi ou pas? Donc, on a déjà dit que le Sénat ne doit pas faire le travail des élus. Donc, on n'appuie pas la décision de ces amendements faits par le Sénat. Donc, on va voir les débats et on va donner notre position après qu'on voit ce qui se passe. Hélène? OK. Non, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Donc, je ne vois plus de questions. Jagmeet, est-ce que tu aimerais dire quelques mots de la fin avant qu'on termine? Merci. Just thanks everybody for being here. Thanks for the questions, and look forward to seeing you all again. Hopefully, in the future, we'll be able to do this in person again. But thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceci met fin à la conférence de presse. This ends the press conference. Thank you.